Bonjour à chacun, nous allons parler des ondes acoustiques et dans cette deuxième partie, nous allons étudier les milieux de propagation et les vitesses associées à ces milieux de propagation. Alors l'histoire commence au XVIIe siècle avec un moine jésuite, Athanasius Kircher, qui veut vérifier que le son se propage dans le vide. Donc son protocole, c'est de placer un objet sonore à l'intérieur d'une cloche dans laquelle il va faire un vide. Et alors, lui, il va observer que le son se propage dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'a pas une pompe suffisante pour réaliser un vide suffisant, et l'étanchéité de son dispositif porte un petit peu à discussion. Et une dizaine d'années plus tard, un Anglais, Robert Boyle, lui, va réaliser l'expérience et il n'arrive pas aux mêmes conclusions qu'Athanasius Kircher. Pour lui, le son ne se propage pas dans le vide. Alors il va faire d'autres expériences avec son dispositif d'une cloche à vide à nouveau. Il va par exemple mettre un animal à l'intérieur, il va vérifier que l'animal a besoin d'air pour vivre. Enfin bon, il va faire d'autres expériences, mais pour lui, concernant les ondes acoustiques, le son ne se propage pas dans le vide. Alors qui a raison? Eh bien cette expérience, on peut la réaliser en laboratoire assez facilement. Donc il nous suffit d'avoir une cloche avec un dispositif d'étanchéité. Donc c'est la partie numéro 1 de l'image que vous venez de voir. On va réaliser le vide avec une pompe à vide qu'on va connecter et on place un objet sonore dans cette cloche. Donc ça peut être un réveil, par exemple, souvent on fait ça avec un réveil, ou bien un buzzer, enfin on fait l'expérience. Je vais d'ailleurs essayer de la réaliser moi avec le matériel dont je dispose à la maison, dans mon garage. On va voir pour ça pour une autre vidéo. Et quand on fait l'expérience, eh bien on se rend compte que celui qui avait raison, c'était Robert Boyle. Le son ne se propage pas dans le vide. Alors, regardons maintenant la propagation du son dans l'air et mesurer sa vitesse. Alors pour ça, on a le marin Mersenne qui est ici à gauche et Pierre Gassendi qui vont essayer expérimentalement de mesurer la vitesse du son. Donc en tirant les canons, on va avoir donc une détonation et également avec un signal lumineux, l'explosion au moment du canon, ils vont mesurer, donc là aussi au XVIIe siècle, la vitesse du son dans l'air. Et donc leur expérience, qui date de 1640, donc vous voyez au même moment qu'Athanasius Kircher fait ses expériences dans le vide, eh bien ils mesurent 450 mètres par seconde. Alors il va falloir poser une théorie sur ces expériences, comment est-ce qu'on peut expliquer juste par des équations la vitesse du son. Alors, ces équations, le premier qui en propose, c'est Isaac Newton. Isaac Newton, vous le connaissez, hein, vous avez entendu parler de lui sur la théorie de la gravitation, cette fameuse légende de la pomme qui tombe. Eh bien, dans le même livre où il pose les principes mathématiques euh, sur la dynamique, donc ces lois sur la gravitation, il propose également une théorie sur le son, alors qui est assez peu connue, mais en fait on trouve c'est déjà cette formule qui relie, donc lui il parle d'élasticité dans l'air, on parlera de pression aujourd'hui qu'on va mesurer en pascal, de la densité de l'air, donc qui vaut 1,3 kg par mètre cube, donc la pression 100 000 hectopascales, et si vous faites le calcul, eh bien vous allez trouver théoriquement une vitesse de l'ordre de 289 mètres par seconde, donc qui s'éloigne assez des mesures de Mersenne et Gassendi, hein. Alors cette théorie de Newton, elle va porter à discussion. On va énormément en parler à cette époque-là et on va l'améliorer. Et en particulier des Français, Jean d'Alembert, Pierre-Simon de Laplace, vont établir une théorie un petit peu plus élaborée. Donc voilà l'équation avec ses différents paramètres. Donc vous avez gamma, on parle de rapport des capacités thermiques aujourd'hui, pour un gaz diatomique, puisque l'air est constitué de dioxygène diazote. Lavoisier l'a démontré quelques années avant Laplace. Eh bien, on va prendre un paramètre qui vaut 7 cinquièmes. R, c'est la constante des gaz parfaits, dont je mets la valeur ici, 8,314 joules par mol et par Kelvin. Et puis la masse molaire de l'air, je vous fais grâce du calcul, mais en kilogrammes, ça fait 0,029. Eh bien, vous faites ce calcul en remplaçant gamma par sa valeur 7 cinquièmes, R par 8,314, vous mesurez la température en Kelvin, donc vous prenez la température en degrés, vous ajoutez 273, vous divisez tout ça par 0,029 et vous allez trouver, vous en prenez la racine évidemment, et vous allez trouver une valeur pour la célérité de l'ordre de 344 mètres par seconde. On se rapproche de l'expérience de Mersenne, mais est-ce que l'expérience de Mersenne est suffisamment fiable? Eh bien, l'expérience de Mersenne et Gassendi va être reprise en 1822 par François Arago. Donc le principe est le même, on va tirer des coups de canon, alors cette fois ils vont être croisés, c'est-à-dire qu'on va tirer un canon à Villejuif, un autre à Montlhéry, deux villes qui sont séparées. On va faire en sorte de prendre en compte différents paramètres présents dans l'air, comme le taux d'hygrométrie,
La pression, la température, on va faire ça à différentes températures, on va tirer simultanément 2 coups de canon, on va mesurer plus précisément qu'on ce que pu faire Mersenne à leur époque, donc on est en 1822, et là l'expérience amène une valeur d'environ 340 mètres par seconde. Bien, donc, on a une expérience et une théorie, celle de Laplace, qui sont assez concordantes. Donc, aujourd'hui, la mesure de la vitesse de l'air dépend des conditions opératoires et en particulier de la température de l'air à laquelle vous faites l'expérience, mais une valeur de 340 mètres par seconde, retenez cette valeur, est plutôt admise. Alors, la propagation dans les liquides. Eh bien, vous avez un Français, Étienne Pérol, qui déjà identifie dès la fin du XVIIIe siècle que dans l'eau, le son va plus loin que dans l'air. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la vitesse, elle est meilleure dans l'eau que dans l'air, hein. L'expérience d'Étienne Pérol, en fait, elle nous montre seulement que l'absorption du son est plus importante dans l'air que dans l'eau. Donc, dans l'eau, le son va pouvoir aller plus loin que dans l'air. Donc, c'est plus la conductivité ou l'absorption du milieu matériel qui est mise en évidence par Pérol. Alors, l'expérience de la mesure de la vitesse du son dans l'eau, elle va être faite par deux personnes. Donc vous avez Charles Sturm qui est ici à gauche. Alors il est dessiné par son compère qui est même un physicien et un ingénieur suisse qui s'appelle Jean-Daniel Condol. Alors tous les deux, ils font une expérience au lac de Genève. Donc ils prennent une cloche qu'ils vont frapper avec un marteau et au même moment, lorsque le marteau va aller taper la cloche, il y a une détonation qui va avoir lieu et donc un signal sonore, pardon, pas une détonation, un signal sonore a lieu sous l'eau, pardon, je reprends, en martelant la cloche, et au même moment, à la surface, sur une barque, vous avez un signal lumineux, donc une poudre qui va être allumée par une flamme, donc un signal lumineux qui va être déclenché. Ce signal lumineux va permettre de donner le top départ de l'expérience, et vous avez sur la gauche ici de l'image un cornet acoustique qui va permettre de détecter l'onde sonore déclenchée par le marteau sur la cloche. Et ainsi, ils vont réaliser plusieurs mesures et pouvoir déterminer la vitesse du son dans l'eau. Alors, leur expérience donne une valeur de 1455 mètres par seconde. Voilà que c'est beaucoup plus que les 340 mètres par seconde obtenus par François Arago en 1812. Donc, là, on a une expérience plutôt fiable qui montre que dans l'eau, le son se propage plus vite que dans l'air. Alors, on a vu dans le vide, on a vu dans les gaz comme l'air, on l'a vu dans les liquides, restent les solides. Comment se propage le son dans les solides? Eh bien, la première expérience est rapportée en 1794 par le français Hasenfratz, qui est un chimiste minéralogiste, et qui identifie que dans les roches, la vitesse est plus importante. Alors, en plus, en bonus, il va mettre en place une méthode d'investigation des roches. Donc, tout est lié à la compacité des roches. Plus les roches sont compactes, plus la vitesse de propagation du son est importante. Alors, cette méthode d'investigation, elle va être améliorée par un autre Français, Cocorico, au début du XIXe siècle, c'est Paul Langevin. Alors, Paul Langevin, il a fait d'autres travaux en physique moderne, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais lui, il va penser à utiliser non plus les ondes sonores, mais ultrasonores. Alors, on va en parler dans la prochaine vidéo de ces ondes ultrasonores, quelle est la différence entre les ondes sonores et ultrasonores. Mais nous, ce qu'on va retenir, c'est que finalement, ce sont des ondes qui vont avoir des propriétés tout à fait similaires aux ondes sonores concernant leur célérité. Elles se propagent plus vite dans les solides que dans les liquides et encore plus que dans l'air. Et il va mettre en place le sonar qui va permettre de détecter donc sous l'eau les différents reliefs, mais également détecter pour les icebergs grâce aux ultrasons. Alors aujourd'hui, les ultrasons sont très utilisés dans l'ingénierie, par exemple pour détecter les défauts des métaux, des matériaux. On va utiliser les ondes ultrasonores, donc qui n'émettent pas un son audible pour l'humain, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais qui vont pouvoir détecter de manière non invasive les différents défauts dans les matériaux. Bien, alors, on va retenir que pour différents milieux, on va avoir différentes vitesses. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, il faut regarder d'un point de vue microscopique la matière. Dans un gaz, les particules sont peu ordonnées, sont même très désordonnées, elles sont peu compactes. Et dans les liquides, on va retrouver
par contre une compacité intéressante avec quand même une matière désorganisée. Et dans les solides, vous avez la matière qui est très compacte et très ordonnée. Eh bien, lorsque vous avez une perturbation qui a lieu, alors parlons pour les solides par exemple, ça va être plus simple à comprendre, on perturbe le solide à une extrémité, eh bien, la compacité des particules va faire en sorte de propager l'onde à travers le matériau sans désorganiser la matière. Donc l'onde va très bien pouvoir se propager. C'est un petit peu lorsque vous faites la queue à la cantine, vous êtes tous bien rangés et il y a quelqu'un qui va pousser à une extrémité. Eh bien, vous avez une onde qui va se propager. Cette onde va d'autant bien se propager que vous êtes bien rangés en attendant de passer à la cantine. Si vous êtes très espacé, si on met de la distanciation sociale, c'est d'actualité en ce moment, eh bien là, l'onde ne va pas pouvoir se propager. Donc, c'est un petit peu le même état que le liquide ou que le gaz. Plus vous êtes loin, moins l'onde va pouvoir avancer et donc se propager. Voilà, donc on retiendra, plus la matière est ordonnée au niveau microscopique, plus la vitesse de propagation est grande. Donc elle se propage plus vite dans les solides que dans les liquides, que dans les gaz. Voilà, c'est la fin de cette séquence.